Salut tout le monde, bienvenue dans cet épisode spécial du TSLH Podcast. Pourquoi je dis spécial? C'est parce que ce soir, on se penche sur notre mock draft. On a Max, on a Pascal et on a moi-même, Matt Parra, qui vont se lancer sur l'exercice tant attendu par nos auditeurs, à savoir notre mock draft pour le repêchage 2020. Max, Pascal, comment ça va les boys? Ça va toujours bien quand on parle de hockey. Ah oui, surtout quand on parle d'espoir. Oui, effectivement. Dans nos 2 derniers épisodes, on a parlé des séries éliminatoires, du CH beaucoup, mais pour les prochains épisodes, les 3-4 assez faciles, assurément 3 parce que le mock draft, on sépare ça en 3 épisodes. On va parler uniquement des espoirs en vue du repêchage 2020. Messieurs, pour ma part, je m'avoue comme étant un néophyte, OK? J'ai assurément pas autant de visionnement que vous, mais je fais l'exercice quand même cette année. C'est la première fois que je fais un mock draft complet de première ronde. Vous, messieurs, vous êtes déjà assez connaisseurs dans la chose. Donc, est-ce que la recrue va avoir le dessus sur les 2 connaisseurs? On va le savoir dès le repêchage. Parce que évidemment, on va compter qui a le plus de sélections dans le 1000, si on veut. Même si, Max, je m'attends à ce que tu me dises que ça va être toi. J'ai bien hâte de voir c'est qui va sortir grand vainqueur de tout ça. Bob McKenzie, ça va finir comme ça. Mais en tout cas, j'espère que je vais être meilleur que dans les séries rondes 1 et 2 jusqu'à maintenant, là, parce que ça fait pitié mon affaire pas mal. Là. Ouais, mais effectivement, il y a beaucoup de facteurs qui viennent en jeu dans les séries, comme qu'il y a beaucoup de facteurs qui viennent en jeu dans un repêchage. Donc, voilà. On va se lancer tout de suite. Écoutez, on ne s'attardera pas beaucoup sur le premier choix. Par contre, on peut parler un peu de comment ça s'est passé la loterie parce qu'on ne l'a pas vraiment abordé dans les derniers épisodes. Les Rangers de New York ont gagné la loterie de peine et de misère parce qu'on sait que les Maple Leafs ont failli gagner la loterie en frappant le poteau 2 fois dans le tunnel du Boulier. Taylor Suzuki. Si ça vous dit rien, on a un bel article là-dessus, surtout sur lehockey.com. En bref, les Rangers ont gagné la loterie. On s'entend, messieurs. Alexis Lafrenière, je pense que c'est un choix qui est assez unanime. Est-ce que je me trompe? Tu te trompes parce qu'il y en a sur les réseaux sociaux qui disent que non, mais les gens disent bien des choses sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est un choix qui est unanime. Mais à chaque fois qu'on écrit un texte, par contre, en parlant de l'impact que pourrait avoir Lafrenière à New York, en parlant du fait qu'ils vont repêcher Lafrenière, on a toujours une couple de commentaires de « Est-ce que c'est fait? Est-ce que Lafrenière, c'est officiel qu'il s'en va à New York? » Écoutez, c'est pas officiel, on pourra pas le dire tant qu'il n'y aura pas eu le repêchage, mais on s'entend que c'est pas mal chose faite, là. Ouais, puis moi, je suis vraiment content qu'il aille aux Rangers parce que cette équipe-là va être très bientôt dans le top de la ligue, puis ça permet à Lafrenière de rentrer dans une équipe qui n'est pas encore en maturité, mais qui va apprendre à l'aide avec le noyau de jeunes. Je pense que c'est pas mal le meilleur scénario pour lui, quasiment. Là. C'est un meilleur scénario que Pittsburgh. Oui, que Dwight Crosby, ça aurait été le fun. Mais avec le noyau de jeunes avec les Rangers, je pense que ça pouvait pas mieux tomber pour lui. Ben, en fait, Lafrenière arrive dans une équipe où il n'y aura pas besoin de changer le visage de la franchise. Non. Il arrive dans une équipe qui manquait, disons, un élément pour dire « OK, la reconstruction est terminée ». Puis, on s'entend qu'avec un joueur du calibre de Lafrenière, ben, on peut définitivement dire que la reconstruction chez les Rangers est terminée. Par contre, je comprends, on en parle beaucoup, là. Il y a plusieurs journalistes qui se plaisent à essayer d'être intéressant et de dire que Quinton Byfield pourrait être choisi par les Rangers. On s'entend, si on regarde par logique, les Rangers pourraient bénéficier d'un centre comme Quinton Byfield. Oui. Avec le potentiel qu'il a, il pourrait assurément être un deuxième centre dès le départ derrière Zibanejad. Mais, je veux dire, c'est autant logique de choisir Byfield que c'est illogique de ne pas choisir Lafrenière. Donc, à mon avis, c'est assez un no doubt que c'est Lafrenière qui va sortir au premier tour. C'est
T'sais, en tant qu'équipe, c'est trop épeurant de pas prendre Lafrenière. Tout comme ça l'était de pas prendre Yakupov à son année de repêchage. C'est lui, en ce moment, qui a plus, qui présente le meilleur potentiel. Donc, c'est lui que tu prends. Peu importe ce que c'est. Oui, il y a le développement et tout, mais c'est lui. Si on regarde les besoins de l'équipe, oui, le centre, c'est dans la banque d'espoir, c'est pas mal la position qui est plus en reste, dans le fond, qui en a besoin de plus, mais ils ont d'autres choix au repêchage, ils ont quand même beaucoup de joueurs. Est-ce qu'ils vont pouvoir échanger des défenseurs espoirs pour aller chercher un centre? Oui, fait que, c'est pas un problème pour l'instant. Tu veux Domi? On va te l'envoyer, Domi. Pas de problème. Ils ont ce qu'il faut pour payer de toute façon. Oui, effectivement. Puis à la limite, si une transaction se concrétise pas, ils ont quand même Ryan Strome qui a connu des bons moments cette année. C'est ça. Donc en prix de consolation, c'est pas si mal. Deuxième rang, on a les Kings de Los Angeles qui ont sorti à la loterie au deuxième échelon. On va commencer par Max. Qui tu vois sortir pour les Kings de Los Angeles? Mais moi, ça fait au-dessus d'un an que je vois Quinton Byfield avec un chandail des Kings de Los Angeles. Je trouve tellement le fit parfait. Puis j'espérais que ça arrive. Puis là, j'ose espérer qu'ils vont repêcher. Je peux pas croire qu'ils iraient avec un Tim Stützle, par exemple. Quand un gars comme Byfield fit tellement dans cette équipe-là, dans le style de cette équipe-là, dans le style du gros joueur de centre de l'Ouest, je vois pas comment ils peuvent passer par-dessus Byfield. Je mettrais beaucoup d'argent là-dessus. Là. Je peux pas concevoir que ça puisse arriver. Puis j'ai rien d'autre à dire. Honnêtement, je vois pas comment on pourrait faire un autre choix que Quinton Byfield à LA. J'ai choisi le même. J'ai choisi Quinton Byfield aussi. La seule façon que je pourrais voir Stützle sortir en premier, c'est le fait qu'il y ait une surconfiance envers toutes les centres que dans l'équipe, avec Alex Turcotte, Ty Maiden, après ça, Vilardi. Si il évalue vraiment que ces jeunes-là peuvent devenir top 6, ils en font 2 centres top 6, je peux les comprendre qu'ils prennent Stützle, mais en même temps, comment tu peux passer, comme on le disait dans notre top 31, comment tu peux passer à côté de Byfield, comment tu peux passer à côté de la possibilité d'avoir la meilleure brigade de centre, potentiellement, dans ton avenir de la Ligue nationale de hockey, tu sais. Parce que Turcotte, il peut jouer à gauche. Après ça, Vilardi aussi, mais d'après moi, ça va ressembler à Byfield, Vilardi sur le top 6 pour cette équipe-là pendant vraiment longtemps. Avec Kupari probablement sur la troisième. Fait que, tu sais, oui, j'adore Stützle. Je comprends l'engouement autour de ce joueur-là. Mais Byfield, tout ce qui représente comme potentiel, ben, c'est sûr que je prends lui. Je répète souvent que tu peux mettre un joueur de centre à l'aile, mais tu peux pas mettre un joueur d'aile au centre. Je pense que c'est un point important dans le cas des Kings. Ouais. Ben, c'est un peu ça qui a fait pencher ma décision parce que honnêtement, j'hésitais quand même beaucoup entre Stützle et Byfield, mais je suis allé avec Byfield aussi. Okay. Donc, on est assez unanime pour le deuxième choix. J'ai regardé un peu Vilardi. Je l'ai regardé à l'œuvre un peu, puis je trouvais ça arrivait quand même assez souvent qu'il perdait des bagarres à 1 contre 1 le long des rampes. Puis, il y a beaucoup de buts qui ont été scorés dans l'enclave, qui ont été marqués en AHL. Mais dans NHL, il marquait beaucoup ses buts sur les ailes. Je suis pas si convaincu que Vilardi va finir au centre dans une carrière à long terme. Je peux me tromper. Mais c'est vraiment pour ça que je pense que les Kings n'ont pas le choix de prendre Quinton Byfield comme deuxième choix. Parce que c'est définitivement le meilleur joueur de centre. Puis qui d'autre que Anze Kopitar pour bien l'amener au sein du club aussi. Là. Ça va être un excellent mentor. Donc, j'irais vraiment dans le même sens que vous, les gars. C'est Byfield all the way à Los Angeles. Ben, c'est une bonne décision, ça, Matt. Ouais, pour Vilardi, une fois qu'il va avoir amélioré sa vitesse, puis avoir pris un peu de force au niveau de son équilibre et tout, comme un peu Kotkaniemi, tu vas le voir un peu plus là, dans l'enclave. Là. Pour l'instant, c'est un peu plus difficile, là, mais l'année prochaine, ça risque de s'améliorer à ce niveau-là. Ouais, puis j'en doute pas. Je veux dire, il a été blessé, il vient de revenir. Il n'y a pas beaucoup d'expérience non plus, mais je pense que les points que j'abordais au niveau de ces bagarres le long des rampes, je pense que c'est un point que Byfield il a déjà dans son arsenal. Ouais, c'est vraiment pour ça que je pense que les Kings, exact, je pense que c'est pour ça que les Kings seraient plus gagnants à aller chercher d'aller chercher Quinton Byfield. Pour le troisième choix, on a les Sénateurs d'Ottawa qui ont été possiblement très déçus de ne pas gagner la loterie Lafrenière. On va l'appeler ainsi. Je pense qu'il y avait quasiment déjà des gilets de Lafrenière qui se vendaient là, dans les fans d'Ottawa. On ne sait pas ça va être qui le premier choix, Matt. C'est pas ça. On ne sait pas.
Ouais, on ne sait pas. On ne sait pas. On s'avancera pas trop, mais si je me fie à mon instinct et à ce que beaucoup disent au niveau de leur mock draft, je pense que Lafrenière va sortir premier. Je pense. Mais pour le troisième choix, j'irai avec Pascal. Ça serait qui ton choix pour les sénateurs d'Ottawa? Les Sens, d'après moi, c'est le choix le plus facile à faire au niveau du mock draft. Personnellement, je trouve que c'est le choix le plus facile à faire pour eux. Évidemment, ils cherchent un premier centre. Ils auraient vraiment aimé avoir Byfield, probablement. Ils aimeraient probablement que Byfield tombe troisième, mais ils vont y aller avec Stujel, selon moi. Stujel, oui, c'est un joueur qui a joué à l'aile toute l'année, mais lui se considère comme un centre. Donc, d'après moi, les Sens pourraient l'essayer au centre éventuellement, mais très rapidement, il va être capable de s'intégrer au noyau de jeunes joueurs qui arrivent dès l'an prochain avec Ottawa. L'année prochaine, il va y avoir probablement 5-6 recrues dans l'alignement, en défensive et à l'attaque. Est-ce que Stujel pourrait s'ajouter à ceux-là? Je ne sais pas si son contrat, il y a une clause pour quitter pour l'Amérique, là. Mais je vois parfaitement Stujel avec Ottawa. Puis j'espère qu'il va aller là, sérieusement, pour qu'on le voie vraiment souvent à TVA Sport, ben RDS. Écoute, moi, je suis allé avec Cole Perfetti. Ouais. Je pense que c'est un gars qui est quand même sous-estimé dans ce repêchage-là. C'est un gars qui est tellement intelligent avec le disque, il a tellement des bonnes mains, il a toutes les attitudes pour devenir un joueur dominant dans la LNH. Ce qui manque, puis c'est ça qu'on entend beaucoup, c'est de la vitesse. Qu'est-ce qui s'améliore le plus? La vitesse, la force dans les jambes, ça s'améliore. Sans dire que ça s'améliore facilement, ça s'améliore. Et c'est la chose. La vision du jeu, ça ne s'améliore pas tant que ça. La vision du jeu, tu l'as, si tu nais avec ça, c'est un talent inné, ou ça s'apprend sur plusieurs années dans ton hockey mineur. Puis tout, rendu à son âge, rendu à 17-18 ans, quand tu as une excellente vision du jeu, tu as une excellente vision du jeu. Quand tu as une vision du jeu de merde, tu n'es pas repêché dans la Ligue nationale. Quand tu as un coup de patin moyen, les recruteurs le voient quand même que tu as une solide vision du jeu. Et c'est le cas avec Perfetti, qui a je me répète, il y a des solides mains et une vision du jeu incroyable. Et j'ai pas de misère à dire que ce gars-là pourrait être choisi au 3e rang. Puis c'est l'intelligence hockey. C'est ce qui ne s'apprend pas. Et c'est la job des recruteurs de dire, OK, on regarde le coffre à outils d'un joueur, on regarde ce qu'il y a en ce moment, puis on regarde où on peut l'amener. On regarde sa courbe de progression, on peut l'amener jusqu'à quel niveau. Perfetti, c'est un des gars qui, avec les outils qu'il a en ce moment, avec ce qu'il a d'inné en lui en ce moment, ben, qui peut aller le plus loin à mes yeux. Je pense qu'une équipe comme les Sens pourrait voir ça puis dire, OK, notre futur premier centre, c'est ce gars-là. J'ai vraiment pas de misère à croire ça, honnêtement, parce que lui, cette année dans le junior, c'est un 17 ans, contrairement à plusieurs gars là, qui vont être choisis rapidement. Et puis, il a montré des très, très, très belles choses. Je pense qu'il va détruire le junior la saison prochaine s'il est de retour dans le junior et que là, on va dire, OK, pourquoi il n'a pas été pris 3e s'il a été pris 3e? S'il n'a pas été pris 3e. Ouais. Pour lui, pour Perfetti, ça va être le même débat que Suzuki puis Kotkaniemi. Des joueurs vraiment intelligents, responsables, avec un bon tir, mais lent sur patin. Donc, je suis pas contre tout ton choix, Maxime. Ben, moi, tu vois, Max, j'ai hésité entre les deux. Puis, j'ai penché pour Tim Stützle. Tout simplement parce que je pense que c'est un des joueurs qui a quand même le meilleur potentiel offensif à ce stade-ci. Je comprends que Perfetti, c'est un joueur qui est très, très intelligent. Par contre, Stützle l'est aussi. Des lectures que j'ai faites, je vais être très honnête, là, je ne l'ai pas vu jouer beaucoup, Stützle. Fait que je peux pas vraiment me lancer sur une analyse incroyable sur son jeu. Mais de ce que j'ai pu comprendre, de par mes lectures, puis de par ce que j'ai vu là, des peu de games que j'ai pu le voir jouer, je pense que son potentiel offensif, Ottawa peut juste pas passer par-dessus. D'autant plus que c'est un joueur qui peut jouer partout. T'sais, au centre, avec les Sens, dans le pipeline, tu as Logan Brown, Josh Norris, Batterson qui peut jouer au centre aussi, si je ne m'abuse. Puis Klapik, c'est pas la mer à boire, mais Stützle peut venir combler un poste au centre aussi. Puis, vous allez comprendre, peut-être après,
pourquoi je voulais mettre Stützle. Peut-être qu'il y a un autre centre qui s'en vient parce que Ottawa repêche 5e aussi. Mais je vais poursuivre avec mon 4e choix, qui est un choix des Red Wings de Détroit. Je mentionnais que j'hésitais entre Stützle et Perfetti, donc au 4e rang, je mets Cole Perfetti. Je pense que Steve Yzerman trippe beaucoup sur Tim Stützle. Beaucoup, de ce que j'ai pu comprendre sur le web. Il a donné des entrevues, puis je pense que Tim Stützle, ça serait un joueur qui serait incroyablement ciblé par Détroit. Surtout qu'on connaît le recrutement européen de Steve Yzerman qui est assez sa coche. Je pense que l'organisation aurait aimé prendre Stützle, mais comme je le mets à Ottawa, il ne sera pas disponible. Donc, pourquoi ne pas aller chercher un joueur qui a un instinct offensif semblable? Puis, je pense à Cole Perfetti dans ce temps-là. Tu sais, honnêtement, ses lectures de jeu puis son intelligence à la glace, là, c'est sûr que ça va séduire Yzerman. Je peux même pas penser qu'ils vont repêcher quelqu'un d'autre que Perfetti. Puis, c'est vraiment pour ça que je l'ai placé au 4e rang. Donc, Max, si tu as mis Perfetti avec Ottawa, qui tu vois tomber dans les mains des Red Wings de Détroit au 4e rang? C'est un gars qui, selon ce que tu viens de dire, est adoré par Steve Yzerman. C'est Tim Stützle. C'est logique. À un moment donné, je pense que vous le savez, les gars, on en a beaucoup parlé. Je suis vraiment, vraiment, vraiment pas un fan de Tim Stützle. Mais écoute, il y a un hype autour de lui. Je dois manquer quelque chose en le regardant, mais je pense que les Red Wings, justement, comme tu l'as dit, j'ai fait quand même des lectures aussi, puis les Red Wings ont l'air de l'aimer. Puis je pense que c'est un gars aussi, si tout ce qu'on dit de bien sur lui est vrai, puis si son potentiel peut vraiment l'amener aux joueurs auxquels on peut penser, mais je pense que c'est un gars qui ferait beaucoup de bien aux Red Wings. Puis tu sais, mettons, c'est un gars qu'on le dit, il peut jouer à l'aile, au centre. Les Red Wings, disons, ont déjà Dylan Larkin au centre. Est-ce qu'ils vont être tentés de faire un trio, je sais pas, Stützle, Larkin, Manta, dans un futur rapproché? Je pense que c'est un trio qui pourrait être assez dynamique, assez beau à voir, puis on évaluera dans le futur si Stützle mérite de prendre une place au centre. Bref, je pense que Stützle, rendu au 4e choix, est le bon choix. C'est juste que moi, je vois pas le hype pour le mettre 2 ou 3e, mais rendu au 4e choix, j'ai aucun problème à avoir une équipe le sélectionner. Je pense que ça serait quand même un très beau fit là, à Détroit. En premier lieu, j'avais mis un défenseur. J'avais mis un défenseur gaucher pour compléter Seider. Je m'étais dit qu'il allait probablement vouloir compléter leur première paire. Je m'étais mis Jake Sanderson, mais avec toutes les rumeurs puis tout le lien entre les Red Wings puis l'équipe de Perfetti, j'ai comme pas eu le choix de mettre Perfetti non plus. Parce qu'en plus, c'est une équipe qui a besoin de centre, qui a besoin d'attaque, qui a besoin d'intelligence à l'avant. Donc, j'ai pas eu le choix de mettre Cole Perfetti un peu comme Matt a dit là, pour Détroit. Le lien est trop présent pour pas les lier ensemble. Tu sais, présentement, j'ai les lignes des Red Wings devant moi. Puis, t'as Dylan Larkin comme premier centre. Après ça, t'as Valtteri Filppula, Robbie Fabry et Christopher N. Je veux dire, je pense que la ligne de centre a besoin d'un sérieux coup de pied au derrière. Et puis, qui d'autre que Perfetti pour venir combler le pipeline assez pauvre à cette position-là? Je suis entièrement d'accord. Pour le 5e choix, on revient avec les Sénateurs d'Ottawa. Leur 2e choix dans le top 5. On va y aller avec Max. Tu vas avec qui au 5e rang? Les Sénateurs se doivent de repêcher Seth Jarvis. C'est un gars... Mais non! C'est un gars qui a une... Pourquoi vous riez, les gars? Pourquoi vous riez, les gars? Gros, là. C'est un gros riser, ça. C'est un énorme riser. C'est un gars qui a tellement une belle créativité en offensive. Puis ce gars-là, avec Cole Perfetti, la vision des deux gars, ajoute ça avec le grit de Brady Tkachuk, ça te fait un premier trio d'enfer pour 15, 16, 17 ans. Je vois ce trio-là, là,
Tkachuk, Perfetti, Jarvis, c'est un trio incroyable. Les Sénateurs peuvent pas passer à côté d'un trio comme ça. Jarvis, je suis désolé. Il y en a qui pensent qu'il va glisser jusqu'au Canadien. Je suis désolé, ce gars-là sort top 10 si c'est pas top 5. Si c'est pas top 5 parce que ce gars-là est incroyable, puis on aurait dû le voir venir avant, on a été là un peu là-dessus, mais je peux vous garantir qu'il y a des recruteurs qui sont payés cher pour aller revoir ces gars-là, il y a des directeurs généraux qui sont payés cher pour faire les bonnes décisions, puis la bonne décision, c'est de sélectionner Seth Jarvis très tôt au prochain repêchage. Le petit préféré de Jarvis, top 5. Ah ouais, okay. fallait qu'il monte en haut, hein. Ouais, je suis pas mal sûr qu'il se rendra pas top 16, là. Mais top 5, ok, je peux comprendre. C'est un gars, j'ai fait un profil détaillé de lui, là pas long. Puis, tu sais, tu me l'avais vanté beaucoup. Je l'avais pas vu après Noël jouer. Avec une stat, j'ai été capable de faire mes devoirs un peu, puis comme un peu toi, je suis tombé en amour avec ce joueur-là. Excepté l'aspect physique, il y a tout. Il y a absolument tout, ce joueur-là, puis il vole sa glace. Il pourrait être un peu plus explosif, mais sérieusement, c'est vraiment pointilleux de dire ça, là. C'est tout un joueur de hockey. Il y a tellement du monde qui vont s'en mordre les doigts, là, sérieusement. Mais 5e, OK. Moi, j'ai hésité entre 2 joueurs. Ottawa, ils cherchent des centres, des ailiers droits, mais je pense aussi qu'ils peuvent se chercher des défenseurs droitiers. Donc, j'ai hésité entre Draisaitl et Rossi, puis je suis allé avec Rossi. Je suis allé avec le joueur qui peut jouer au centre et à l'aile. Probablement qu'il va plus être à l'aile dans le national de hockey, mais il a quand même un potentiel de jouer au centre. Puis, il joue pour les 67 d'Ottawa. Fait que dans le cours arrière d'Ottawa. Fait que le lien est trop là pour pas que j'ai lié ensemble. C'est un choix que j'ai fait depuis un bon bout dans ma tête de le mettre là. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi. Tellement content, Pascal, que t'as mis Rossi 5e. Parce que je le disais en ouverture de show, tu sais, moi, j'étais un néophyte, là. J'étais un débutant là-dedans, là. Je veux dire, j'étais une recrue dans les mock drafts. Et puis, j'ai mis Marco Rossi. On a le même top 5. Ouais, on a le même top 5. Bon, mais je suis pas bon aussi. Ouais, j'allais dire, je suis peut-être pas si pire, mais écoute. Messieurs, on peut se tromper, puis Seth Jarvis peut sortir au 5e rang aussi. On ne sait pas. C'est juste que vous manquez de couilles, messieurs. C'est ça. J'ai toujours été trop conservateur dans mes prédictions, donc on va voir si ça va être la même chose dans mes mock drafts. Mais pourquoi j'ai mis Rossi au 5e rang? C'est un peu pour les mêmes raisons que toi, Pascal. J'ai envoyé Stützle au troisième rang pour Ottawa en me disant que ce gars-là va jouer à l'aile avec possibilité de jouer au centre. Donc, un peu à l'image de Max qui a envoyé Perfetti à Ottawa, ça me prenait un centre pour combler le tout, puis je voyais personne d'autre que Rossi pour l'envoyer là. Je pense qu'Ottawa, ils ont vraiment besoin d'offensive. Brady Tkachuk, il est excellent, je l'adore comme joueur, mais je suis pas encore convaincu que ça va être le joueur qui va fournir de l'offensive à côté pour les prochaines années. Fait que je pense qu'Ottawa veulent rajouter vraiment beaucoup de joueurs qui vont procurer de l'offensive. Puis Marco Rossi, il est capable d'en procurer de l'offensive. Puis l'autre chose aussi, c'est que tu disais, Pascal, ça peut paraître niaiseux, mais tu sais, le kid, il a joué à Ottawa cette année. C'était la vedette avec le club junior d'Ottawa. Là, on a une espèce de déception marketing au niveau de « Ah, Lafrenière, il vient pas à Ottawa finalement. » Je pense que Rossi pourrait peut-être sauver un peu cet aspect marketing-là, qui est un peu puéril pour un mock draft. Honnêtement, c'est un détail assez... ça n'a pas vraiment rapport avec le hockey, mais je pense que l'organisation va quand même penser à ça. Ça reste le meilleur marqueur de la CHL cette année. Ouais. Je veux dire, je le vois pas sortir du top 5. Puis c'est un gars qui risque d'être prêt pour jouer dans la Ligue nationale l'année prochaine. C'est tellement un repêchage important pour Ottawa cette année-là. Avec tous les jeunes qui arrivent, s'ils prennent Rossi puis Stützle, c'est 2 joueurs en plus qui pourraient jouer l'année prochaine, si leur contrat le permet. Juste l'aspect marketing, ça va... d'après moi, ça va exciter Melnyk, le propriétaire, d'avoir Rossi puis Stützle dans son équipe à l'attaque.
Est-ce que ça va être ça les choix? Je sais pas. Peut-être que ça va être Jarvis, hein? On sait pas. Même s'il joue dans l'Ouest canadien. Mais on verra. Moi, personnellement, je vois un trio Brady Tkachuk, Rossi et Stützle. Et puis, Brady Tkachuk va avoir l'offensive et le grit de son frère à Calgary. Je suis même pas inquiet avec ça. Même pas inquiet avec ça. Va être dangereux. 6e choix, messieurs. Je me lance. Les Ducks d'Anaheim qui repêchent au 6e choix. En regardant l'alignement et le pipeline d'Anaheim, je trouvais que l'offensive était assez bien nantie là, avec Sam Steele, Max Jones, Max Comtois, Brandon Tracy, Troy Terry. Et puis, on a le jeune Zegras qui devrait commencer l'année prochaine. Zegras va être incroyable. Je lance ça comme ça dans l'univers. Oui, il va être vraiment incroyable. Il risque d'être contender pour le Calder de ce que j'ai pu lire. Là. Fait que c'est quand même assez gros là, comme prédiction. Donc, c'est ce qui a fait pencher mon choix pour un défenseur, M. Jamie Drysdale. Encore? Je trouve que les Ducks d'Anaheim, là, leur pipeline, là, défenseur droitier, là, leur meilleur, c'est Josh Manson. Ça fait vraiment pitié. Là. Ça fait vraiment pitié. Josh Manson qui n'est pas un défenseur offensif, alors que Drysdale, s'il y a un aspect qui est assez développé chez lui, c'est bien son offensive. Puis, à Anaheim, quand tu as une brigade défensive qui est quand même assez solide, un gardien excellent, ben un défenseur offensif, c'est pas mal tout ce qui te manque dans ton alignement. Puis, à ce rang-là, ben je pense que Jamie Drysdale, c'est pas mal... Tu sais, j'ai marqué dans mes notes, avoir Drysdale serait une bénédiction pour eux. Parce qu'il y a beaucoup d'experts, de gens qui suivent les prospects qui mettent Drysdale avec Ottawa. Ce qui serait pas fou quand même. Ce qui serait pas fou, mais tu sais, je voulais pas mettre Drysdale à Ottawa parce que ça me faisait un peu chier là, de tasser Brandstrom ou d'avoir une genre de guerre avec Brandstrom. Je sais que Max il serait fâché de ça. Donc, je voulais pas nécessairement envoyer Drysdale à Ottawa pour ça. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une bénédiction que Drysdale tombe à Anaheim parce que c'est vraiment le défenseur que ça leur prendrait dans leur alignement. Bien d'accord, puis c'est pour ça que j'ai mis Drysdale aussi du côté d'Anaheim. Honnêtement, j'ai pas grand-chose à rajouter, là, tu as nommé les attaquants. Tu sais, il n'y a pas vraiment d'attaquants à part Zegras qui peuvent changer le visage de la franchise, mais quand même, il y a quand même assez en termes de quantité, il y a quand même assez de bons éléments dans le futur en attaque pour se dire, OK, on devrait se tourner vers la défense cette année. Je pense que c'est la décision à prendre. Rendu là, est-ce qu'ils vont opter pour Sanderson ou Drysdale? Moi, je pense qu'ils devraient opter pour Drysdale parce que, pour toutes les raisons qu'on a nommées dans les podcasts précédents, là, c'est le genre de gars à la Makar, à la Quinn Hughes qui peuvent changer le visage d'une franchise, qui peuvent arriver fort. Je dis pas qu'il va arriver aussi fort que ces gars-là, je pense pas. Mais je pense qu'à moyen, à long terme, ça peut être le même genre d'impact sur le power play, la relance très solide. Donc, pour ça, je pense que Drysdale serait vraiment un excellent choix pour les Ducks. Puis, tu as nommé justement t'as parlé de la défensive des Ducks qui est un peu atroce en ce moment là, du côté droit. Je pense que c'est un choix très, très, très logique. Puis, je serais pas surpris que Pascal ait le même choix que nous, même que je serais déçu si c'était pas le cas. Ouais, j'ai mis Drysdale aussi. Au départ, je l'avais, comme Matt a dit, je l'avais mis à Ottawa. Mais je pense qu'Ottawa va vraiment plus être vraiment virer vers l'attaque. Fait que j'ai mis Rossi. Mais c'est clair dans ma tête que Drysdale s'en va en Anaheim s'il n'est pas sorti dans le top 5. Je ne peux pas croire que je mets Drysdale en dehors du top 5, mais c'est ça pareil. T'sais. Moi, ce que j'identifie comme besoin en Anaheim, c'est un droitier à l'offensive ou un droitier à défensive. Puis là, le meilleur joueur en ce moment, au 6e rang que j'ai, c'est Drysdale. Fait que c'est lui que j'ai mis. C'est même pas proche. J'aurais vraiment aimé voir Holtz avec Zegras dans l'avenir, mais je peux pas mettre Drysdale. C'est impossible dans ma tête. Ça va vraiment être le fun de regarder l'Ouest avec tous les jeunes défenseurs qu'il y a là, Makar, Hughes, Heiskanen, après ça, Drysdale. Ça va être tout qu'un du hockey à voir. On le voit dans les séries, là, les jeunes sont vraiment bons. Ça arrêtera pas. L'Ouest qui était réputé anciennement pour être des gros bonhommes, du jeu physique. Là, avec les défenseurs qu'on a dans l'Ouest, la relance va être de plus en plus rapide. Les joueurs doivent être de plus en plus rapides.
Effectivement, dans l'Ouest, ça sera pas plate à regarder, disons. Non, Par contre, il va falloir se coucher tard, mais ça va être plaisant à regarder, c'est sûr. Avec une stat, pas besoin de se coucher tard, tu la regardes le lendemain. Mais effectivement. On salue notre commanditaire Instat Hockey qui nous permet de regarder les matchs quand on veut sur notre plateforme. Puis ce que je voulais dire aussi, c'est que je trouve que l'Ouest est vraiment plus précurseur que l'Est en termes de tendance de hockey. Là. On le voit avec le Colorado, avec Vancouver et tout. Là, je trouve vraiment plus précurseur que l'Est. Bref, gardons ça, puis passons au prochain. Ben, au 7e choix, on a les Devils du New Jersey qui ont plusieurs choix dans la première ronde. Leur tout premier choix est au 7e rang. Pascal, tu leur envoies qui? Encore une fois, j'ai essayé d'y aller avec les besoins de l'équipe. Comme depuis le début, j'essaie tout le temps d'identifier c'est quoi les besoins organisationnels. Pas présentement, mais dans 2-3 ans, dans le fond, tous les joueurs de leur banque d'espoir, c'est quoi les trous? Puis souvent, j'essaie de combler ce trou-là avec mes choix. Des fois, ça marche pas, puis je choisis le meilleur joueur disponible. Mais souvent, j'ai choisi le joueur selon le besoin. Et pour les Devils, il y a 2 besoins. Il y a les ailes, parce qu'ils ont vraiment des centres élites, puis la défensive. Là, au départ, quand il y a eu la loterie, les Devils, avant que l'Arizona fasse les séries, il y avait le 7e puis le 10e choix. Fait que je m'étais dit, ils vont prendre un ailier, parce que de toute façon, ils vont prendre un défenseur, parce que de toute façon, en 10e place, on va pouvoir prendre n'importe quel ailier. Mais là, ils se ramassent avec 2 choix top 20, top 22, top 20 probablement, autour de ça. Fait que là, j'ai manqué sans changer ma stratégie à cause de ça. J'avais vraiment le goût de leur mettre Holtz, mais je suis allé avec Jake Sanderson. Ils ont besoin de défenseurs. Je pense que c'est le besoin le plus criant de l'organisation. Sanderson remplit un besoin. Est-ce qu'il va être un joueur de première paire? Je sais pas encore. Il faudrait que je le regarde un peu plus. J'ai hâte de voir l'année prochaine s'il joue, si la NCAA joue. Mais ouais, j'ai mis Jake Sanderson. Je peux pas mettre un autre joueur que ça. Ben, j'ai aussi mis Sanderson, mais je vais être très honnête, là. Je viens juste de le changer dans ma liste, juste avant que tu commences à parler, dans le fond. Je l'ai changé parce que j'avais mis un autre gars, puis je me suis dit, en tout cas. Fait que là, j'ai mis Sanderson. En fait, j'avais mis l'autre gars parce que j'étais plus capable de le faire descendre. Puis là, en disant ça, je pense que vous savez de qui je parle, là. Puis ça, vous savez que ça me fait profondément chier de le faire descendre dans mon mock draft. Aussi. Mais en tout cas, j'ai quand même mis Sanderson pour les raisons que tu as évoquées, la défensive. T'sais, ils ont Jack Hughes, tu dois te fier sur ce gars-là. Oui, il a été décevant cette année, mais tu dois te fier sur ce gars-là puis te dire, OK, ce gars-là, on va essayer que ce soit lui qui mène notre attaque. Là, après ça te prend un défenseur. T'as pas le choix. T'as pas le choix d'avoir un défenseur. Tu peux bien entourer Jack Hughes comme tu veux. Si t'as 0 défenseur de qualité, t'iras pas bien loin, là. T'iras pas bien loin en série parce que t'iras même pas en série. Donc, c'est pour ça que j'ai fini par me raisonner à me dire, OK, je vais piler sur mon orgueil un peu, là. Je vais faire descendre le gars que j'aime beaucoup encore. Un gars que j'ai mis 3e dans mon top personnel, top 31 des prospects du prochain draft. Donc, j'ai plié sur mon orgueil et j'ai dit, OK, je vais mettre Sanderson avec les Devils parce que, en toute logique, c'est le choix à faire. Est-ce que ça va être ça le choix? Est-ce que ça va être finalement un ailier? Là? Ça leur prend un défenseur. Ils n'ont pas le choix. Bon, ben, messieurs, on n'a pas le même choix. Oh! Ce coup-là. Pour une fois? Non, parce que je suis allé un peu aux antipodes de ce que vous avez mentionné, mais en même temps, je suis un peu votre logique. Là. Je suis allé avec un ailier. J'ai mis Alexander Holtz pour New Jersey, puis ça a été une dure décision parce que j'hésitais avec le même joueur que vous avez mentionné. Mais je pense qu'on veut vraiment, vraiment encadrer nos joueurs de centre. Puis Alexander Holtz, c'est pas mal le meilleur lancé qu'il y a dans le draft. On mentionne que c'est tout un sniper. Puis, tu sais, Holtz, on l'a vu jouer cette année, puis je sais qu'il y a toujours Lucas Raymond qui est associé à Holtz parce que les deux sont suédois, ils proviennent du même club. Holtz, il a joué cette année. Les recruteurs ont pu le voir développer. Sanderson, pour ma part, je ne l'ai pas vu beaucoup jouer.
je l'ai regardé un peu parce qu'il m'intriguait là, par rapport au fait que c'était tout qu'un riser. Tout le monde le mettait. Il y a des analystes qui le mettaient top 3. Là. Fait que c'était un peu intriguant. Je suis allé le regarder. C'est effectivement tout un corps arrière. Mais c'est vraiment une question de feeling, je pense, qu'ils vont y aller avec Holtz. Parce que je regarde leur pipeline. Ils ont quand même Ty Smith puis Kevin Ball comme défenseurs gauchers. Je pense pas que c'est des défenseurs qui sont top 2, mais je veux dire, Ty Smith, c'est un défenseur offensif, Kevin Ball, c'est un défenseur défensif. Je pense qu'à la longue, avec Will Butcher, on peut quand même s'en sortir à New Jersey, puis on dirait que j'ai l'impression que les Devils vont espérer que Piquet Subban redevienne Piquet Subban, puis qu'ils vont préférer encadrer un Jack Hughes puis un Nico Hischier à cause de ça. C'est vraiment pour ça que je suis allé avec Holtz. Mais comme je vous dis, je suis une recrue, puis ça se peut très bien que je me trompe. Là. Ça se peut vraiment que je me trompe, mais c'est moi, personnellement, je crois vraiment que New Jersey vont y aller avec Holtz. Donc, Mais c'est pour ça que je suis... Ouais, vas-y, Pascal. c'est pas un mauvais choix, Holtz, pour les Devils, parce que, veux pas, ils ont 2 autres choix de première ronde. Autour du top 20, il va y avoir probablement Grants, il va probablement avoir Wallander, il va probablement avoir plein d'autres défenseurs disponibles. Fait que, qui sont potentiels top 4. Fait que de pas prendre Sanderson là, c'est bien correct là, si tu veux identifier plus ton offensive là, comme besoin. Là. Exact, parce que c'est vraiment pas fou de mettre un scoreur avec Jack Hughes, même que c'est éventuellement, tu n'auras pas le choix de faire ça. C'est la chose à faire quand tu regardes à moyen, à long terme. C'est la chose à faire de dire, OK, quel gars qui va faire mettre sur le tape par Jack Hughes. En ce moment, ce gars-là n'est pas nécessairement dans l'organisation. Donc, c'est sûr que ça va être à réfléchir. Est-ce que là, tu le prends cette année? Est-ce que tu te dis, on va voir ce qui va se passer, on va se concentrer sur la défense, puis après, on trouvera le scoreur de Jack Hughes? Je pense que tous les points se défendent là, à ce niveau-là. Ça pourrait être Gunler. Gunler dans le top 20. Ou bien Yann Mysak, qui sont des très... Je pense que c'est Michak, il faut dire. Là. Yann Michak, qui est dans le top 20 aussi. Fait que tu sais, t'as tellement des options pour tout faire. Hein, fait que ça va être intéressant. Ça va être vraiment un draft très, très, très différent de ce qu'on peut penser, d'après moi. Tu sais, j'ai basé surtout ma décision sur Alexander Holtz par rapport au fait que l'ailier le plus productif des Devils présentement, c'est Carl Palmieri. Puis, il va être joueur autonome sans compensation très bientôt. Puis, je m'attends à ce que les Devils l'échangent. Donc là, cette perte-là, il va falloir la combler à quelque part. Puis, tu sais, tant qu'à avoir Holtz de disponible, ben, tu sais, j'ai de la misère un peu à passer par-dessus. J'ai vraiment de la misère. Puis, c'est vraiment une bénédiction pour les Sabres de Buffalo qui repêchent au 8e rang. Parce que au 8e rang, j'ai mis Jake Sanderson. Puis, je veux dire, les Sabres de Buffalo, là, défensivement, sont vraiment, excusez le mot, là, mais sont dégueulasses. Tu sais, je veux dire, non, mais Rasmus Ristolainen, c'est leur meilleur défenseur. Il est moins 40. Ben, c'est Dahlin, leur meilleur défenseur. Là. Oui, mais, tu sais, oui, c'est leur meilleur défenseur, là, oui, effectivement, là, mais Ristolainen, c'était supposé être la future star avant que Dahlin arrive, puis il est dégueulasse. Hein. Une chance qu'ils ont Dahlin, mais je pense que Jake Sanderson va venir ajouter une espèce de solidité défensive que Buffalo ont tellement besoin, puis, tu sais, c'est un corps arrière, là, on a parlé de lui tantôt, là. Tu sais, avec Dahlin, honnêtement, parce que Ristolainen, je le vois plus à Buffalo. Là. Il va quitter incessamment. Donc, on n'aura pas le choix de le remplacer. Puis, je vois pas d'autres personnes que Jake Sanderson. Honnêtement, pour Sanderson, je m'avancerai pas sur son potentiel. Tout ça, vous en avez quand même déjà parlé. Puis, comme je le mentionnais, je l'ai vu jouer un peu, mais vraiment pas beaucoup. Là. Fait que je peux pas... je peux pas dire son coup de patin, il ressemble à qui puis quoi, là, mais de ce que j'ai pu comprendre, c'est que Sanderson, c'est un riser. Il a sa place dans le top 10. Puis s'il tombe des mains de Buffalo, je vois vraiment pas comment il pourrait passer par-dessus ce défenseur-là. Je pense que si Buffalo prend un défenseur encore, je pense que
eux qui vont être le plus fâchés, ça va être leurs partisans. Si on regarde en 2018, ils avaient pris 5 défenseurs sur 6 pics. Fait que, d'après moi, ils ont besoin d'attaque en ce moment. C'est pour ça que, vu que Sanderson est pris dans mon mock draft, je leur ai mis Lucas Raymond. C'est une équipe, oui, j'hésitais entre Raymond et Holtz. C'est une équipe qui a besoin d'attaque, peu importe la position. Mais avec Cousins qui est là au centre, ou n'importe quel, puis Eichel qui sont là au centre, je suis allé avec un ailier, je suis allé avec Raymonds, qui est plus responsable que Holtz. Buffalo est reconnu comme une équipe qui aime ça avoir des joueurs bons dans les deux sens. Puis Holtz, il est sous-estimé au niveau de son travail en défensive, mais Raymond est d'une coche au-dessus. Fait que j'avais comme pas le choix de le mettre là. Je peux pas croire que je mets Raymond au 8e rang, mais c'est là que je le vois plus tomber. T'sais, c'est un joueur qui a de la misère à se protéger sur la glace, qui patine souvent avec la tête entre les deux jambes, mais qui a une attitude très in your face. Fait que sa façon de jouer puis ses défauts font en sorte qu'il est à risque. Mais avec le temps, ça va être bien correct. Quand on le regarde jouer, c'est juste lui qu'on va jouer. Fait que, c'est un bon joueur. C'est un très bon joueur. Je peux pas croire que je le mets 8e, mais c'est là qu'il tombe. Même chose que toi, je mets Lucas Raymond 8e. Je l'ai dit tantôt, je vais le répéter, ça me fait chier de mettre Lucas Raymond 8e. Mais je regarde la logique, puis j'ai cherché longtemps à le mettre, OK, où je pourrais... Est-ce que j'aurais pu le mettre à la place de Jarvis 5e? J'aurais pu, mais j'avais un feeling, puis je l'ai suivi, mais Raymond 8e, je l'ai dit tantôt, je l'ai 3e dans mon ranking personnel, là. Donc, s'il est 8e, à mes yeux, c'est un vol. C'est un vol, 8e Raymond. Puis je pense que ça va être un vol aussitôt que le top 5, 6, 7 est passé, là. S'il sort 8, 9, 10, 11, là, je peux pas croire qu'il se rendrait à 11, mais mettons, on jase, là. Ça serait un vol. Mais comme tu as dit, il y a ces petits red flags un peu du fait qu'il y a de la misère des fois à se protéger, son jeu physique, OK, va-t-il être capable de faire le saut en Amérique du Nord, plus petite patinoire, jeu plus fermé. C'est des questions qu'on peut se poser par rapport à tous les joueurs joueurs européens. Rendu là, est-ce que je pense que ça serait un bon choix pour les Sabres? Oui. Est-ce qu'ils ont besoin de défensive? Certainement. Mais est-ce qu'ils doivent mieux entourer Jack Eichel et compagnie? Oui aussi. Donc, rendu là, c'est de faire des choix, c'est-à-dire qui va être le joueur, parce que c'est bien beau de choisir un défenseur, mais tu sais, justement, moi, Drysdale puis Sanderson sont déjà pris. Fait que là, tu vas aller prendre tout de suite Goulet 8e. Non, ça fait aucun sens. Mais, fait que là, tu te dis, OK, quel joueur en ce moment, c'est le plus logique de prendre, puis le plus logique de prendre, puis même, je trouve le seul choix logique, rendu à ce choix-là, si Raymond glisse 8e, il est le seul choix logique. Est-ce que ce gars-là va être en capacité, en moyen d'accompagner Jack Eichel d'une belle façon? Je pense que oui, ces deux gars, je pense qu'ils vont super bien se compléter. Eichel, on le sait, c'est un centre qui est capable de la mettre dans le fond du filet. Raymond, c'est un gars qui a une vision du jeu. Je ne vanterai jamais trop sa vision du jeu parce qu'elle est exceptionnelle. Et je mets l'accent sur le mot exceptionnel. C'est dans les meilleures visions du jeu de ce repêchage-là. C'est une vision du jeu qu'on ne voit pas à chaque année dans les repêchages. Il faut que le reste suive. Il faut que la vitesse suive. Il faut que son jeu physique s'améliore un peu. Il faut qu'il soit capable de s'adapter au jeu nord-américain. Ouais. Mais son intelligence hockey est à un niveau incroyable. Puis je pense qu'avec Jack Eichel, avec des gars comme Reinhardt, avec des gars comme Cousins dans un futur rapproché, je pense que ça pourrait faire des très belles flamèches. Olofsson aussi, que j'avais oublié. Écoute, je pense qu'en le sélectionnant, Buffalo s'assure quand même d'avoir une attaque jeune, une attaque qui va être là pour plusieurs années, un noyau du moins en attaque qui va être là pour plusieurs années. Et ensuite, là, tu vas dire, OK, on a Dahlin en défense, on a Ristolainen. Qu'est-ce qu'on fait avec Ristolainen? Ça sera décidé plus tard, mais du moins, tu vas pouvoir te dire, OK, on a notre attaque, on a Dahlin, comment on accompagne Dahlin en défense, comment on se trouve un gardien. Je pense que pour le moment, la décision à prendre dans leur cas spécifique de l'équipe des Sabres de Buffalo, c'est de dire, on prend notre attaque, on la bâtit d'une façon très solide. Ça va être une jeune attaque là, qui va être là pour longtemps. Et après ça, tu vas te concentrer sur le reste, sur la défensive, tu vas peaufiner le reste. Mais je pense que cette attaque-là a le potentiel d'être dévastatrice. Moi, pour de vrai, pour ce qui concerne les Sabres, pourquoi je leur ai pas donné un attaquant, c'est que, tu sais, ils ont Dylan Cousins qui va
camper un rôle de deuxième centre, à mon avis, plus tôt que tard. Puis Casey Middlestat, je le vois pas comme un joueur de centre. Je pense que la mutation à l'aile va arriver bientôt. Ce gars-là a un potentiel offensif. Je m'excuse de te couper, mais c'est parce que toi non plus, t'avais encore des bons défenseurs de disponibles dans Oui, ton. c'est ça. C'est ça. Si j'avais eu encore Sanderson, puis je vais être bien honnête, là, je l'ai dit tantôt que j'avais changé à la dernière minute mon choix pour mettre Sanderson 7 au New Jersey. Avant ça, moi aussi, je mettais Sanderson 8e à Buffalo. Donc, c'est sûr que si j'avais eu encore tu rajoutes un 3e solide défenseur dans ce draft-là, ben, je le mets à Buffalo. Mais là, considérant la situation où il n'y en a pas d'autres bons défenseurs qui risquent de sortir dans le top 15, ben là, ça devient difficile d'en placer un. C'est sûr que si j'avais eu encore un des bons défenseurs, ben, il serait allé à Buffalo. C'est sûr que ça dépend aussi beaucoup de nos 7-8 premiers choix de notre mock draft personnel. Là. Il y a un joueur qu'on n'a pas parlé aussi. Lequel, ça? C'est pas mal. C'est la première ou la deuxième équipe qui pourrait le choisir dans le top 10. C'est Askarov. Les Devils puis Buffalo pourraient fortement choisir Askarov et complètement chambouler un peu le top 10 de beaucoup de personnes. Ouais. J'ai pas tendance à mettre un gardien dans le top 10, mais Buffalo avec les nouveaux dirigeants, la nouvelle équipe et tout, avec les propriétaires qui s'impliquent beaucoup dans la direction de l'équipe, on pourrait être très impressionné par le choix qu'ils vont prendre et Askarov pourrait très bien sortir là. Moi, je vous cacherai pas, les gars, que Askarov, ça a été mon plus gros bug quand j'ai fait mon mock draft parce que je l'ai mis au New Jersey, je l'ai mis au Sabre, puis visiblement, je l'ai tassé de là. Mais tu sais, je reviens à ton point, Max, puis c'est vrai, là, tu sais, moi, j'ai mis Sanderson à Buffalo parce qu'il était encore là dans ce que moi, je voyais. Mais tu sais, ce qui en est venu à cette décision-là, c'est vraiment parce que, tu sais, Middlestat, je le vois pas comme un centre, je le vois comme un allié. Ils vont le muter éventuellement. Défensivement, c'est trop de responsabilité pour lui. Puis son flair offensif, il est affecté par le fait qu'il y a trop de responsabilités défensives. Fait que moi, je serais pas surpris qu'il switch sur les ailes bientôt. Dylan Cousin comme deuxième centre, Victor Olofsson, Skinner qui est sous contrat pendant un bout, Reinhardt qui peut jouer au centre aussi, à l'aile. Fait que c'est pour ça que j'avais de la misère un peu à envoyer un attaquant au sein des Sabres. Puis tu sais, ben tu le dis, là, moi dans mon mock draft, j'avais encore un défenseur de disponible. Je sais que Sanderson est gaucher, je sais que Darlin est gaucher, mais je veux dire, à la limite, Sanderson sur ton top 3 défenseur, c'est parfait. Je veux dire, Buffalo, ils ont une défensive dégueulasse, je l'ai dit tantôt. Fait que je me voyais mal envoyer Sanderson ailleurs qu'à Buffalo. Puis ça, au même titre que Drysdale à Anaheim, c'est une bénédiction pour eux. Je pense que Sanderson qui slide jusqu'à Buffalo, ben, ils n'auront pas le choix. Là. Ils n'auront vraiment pas le choix. Là. Mais Askarov, honnêtement, c'est vraiment un choix tough là, parce que ça dépend, c'est vrai ce que tu dis, Pascal, là, Buffalo puis New Jersey, ils peuvent très bien sortir un lapin de leur chapeau puis moi je suis d'accord par contre. Je pense que New Jersey compte sur Blackwood. Je pense que en fait, je suis plus certain sur New Jersey là, qui compte sur Blackwood, mais Buffalo, je sais pas s'il compte sur Luukkonen là. Je sais pas à quel point ils ont confiance en lui. Ça, c'est de leurs affaires. S'ils n'ont pas confiance en lui, ben peut-être, oui, qu'ils seraient tentés de prendre Askarov, mais je pense que pour New Jersey, ils comptent vraiment sur Blackwood, puis je pense qu'ils font bien de le faire parce que c'est un excellent gardien. Mais pour Buffalo, c'est sûr que c'est une question qu'on peut se poser, là, parce que je suis pas tant confiant là, par rapport à Luukkonen. Buffalo, je serais pas surpris. Je serais vraiment pas surpris non plus qu'ils prennent Askarov. Mais je pense qu'il y a des priorités qui doivent être mises ailleurs, dans le sens où les gardiens qui sont excellents en ce moment en série, là, ben, depuis le début des séries, c'est pas des gardiens sur qui on aurait gagé nécessairement. Je pense que des gardiens en série, ça peut toujours te sortir des surprises, ça peut être des gars qui sortent un peu de nulle part. Tu sais, je pense mettons à Darcy Kuemper, qui a été exceptionnel avec les Coyotes. C'est un gars qui sort... Personne n'aurait dit que ce gars-là aurait pu... Ce gars-là, honnêtement, les Coyotes étaient un petit peu meilleurs offensivement.
Darcy Kuemper aurait pu sortir l'Avalanche à lui seul. Je sais que c'est un gros si, là, si les Coyotes avaient été meilleurs offensivement, mais quand même, Kuemper a été tellement exceptionnel. Fait que les gardiens, c'est tellement difficile à évaluer. C'est un dossier qu'on pourrait en jaser pendant un podcast complet, je pense, d'analyser différents gardiens dans différentes situations. Ça arrive chaque année que des gardiens arrivent en série, puis pourquoi t'as pas été bon dans les 4 dernières années, puis que là, t'arrives en série, puis tu voles des matchs. Donc, en tout cas, ça c'est un autre sujet, là. Si on commence à en jaser, on finira pas. Mais je pense que pour ça, Buffalo serait tenté de peut-être prendre de faire un autre choix que de prendre Askarov. Surtout que sur le marché des transactions, en fait, tu as dit que c'est facile d'aller chercher un gardien, pas vraiment. Pas vraiment. Mais je pense que la valeur des bons attaquants, des bons défenseurs vaut plus qu'un bon gardien. Parce que des bons gardiens qui peuvent faire un bon travail, il y en a beaucoup. Tandis que des solides attaquants, comme tu peux espérer que ton choix devienne, ben là, c'est plus compliqué d'en trouver plus tard. Mais en même temps, ce gars-là peut rien devenir. Mais c'est là qu'on voit à quel point c'est de l'incertitude totale, un repêchage, là, avec ces discussions-là, que j'ai l'air de m'en aller nulle part, mais on fait juste jaser, puis on voit à quel point il n'y a rien de certain, là. Puis il y a beaucoup de roulement. En fond, c'est le taux de roulement au niveau du poste des gardiens de but qui fait en sorte qu'il y en a beaucoup de disponibles. Ils sont jamais à l'abri de blessures. T'sais, oui, ils sont bons 3 saisons, paf, une blessure, ils sont complètement changés, ils sont plus bons. Fait que c'est ça dit. C'est l'incertitude de cette position-là qui fait en sorte que tu peux jamais vraiment être sûr de rien. Puis c'est avec cette incertitude-là que j'ai jonglé avec mon 9e choix. Je vais réserver un peu la surprise, oui puis non, là, mais je vais y aller avec toi, Pascal. Je vais te laisser débuter au niveau du 9e choix qui appartient au Wild du Minnesota. Avec qui tu irais à cette position-là? Au départ, j'avais mis Askarov à Minnesota parce qu'au niveau des gardiens de but, c'est pas top. Mais j'ai changé de choix v'là un bout. Je peux pas croire que le Canadien aurait pu avoir Holtz au 9e choix s'il n'avait pas fait les séries, mais s'il avait perdu dans le round dans la ronde préliminaire. Mais c'est pas grave. J'ai mis Holtz à Minnesota, même si cette équipe-là a besoin d'un centre ou de défenseur, je leur ai mis le meilleur choix disponible, qui est Holtz. Au départ, j'avais mis Askarov, mais je me suis rendu compte que dans les 10 dernières années, ils ont seulement sélectionné 2 Russes au repêchage. Je me suis dit probablement qu'ils ne scoutent pas beaucoup, fait que je les ai tassés. Mais c'est ça, j'ai mis Holtz. Ils ont besoin d'attaque. Ils ont Kaprizov qui arrive l'année prochaine, je crois qu'il arrive l'année prochaine, qui va aider énormément cette équipe. Et Holtz ferait juste rajouter une couche. Son instinct de marqueur va changer une partie de cette attaque-là s'il réussit à se développer. Le choix logique aurait peut-être été Anton Lundell aussi, le centre, qui remplacerait fortement bien Mikko Koivu, mais encore une fois, dans les 10 dernières années, c'est une équipe qui a pris seulement 2 Finlandais au repêchage, donc j'imagine qu'ils n'écoutent pas beaucoup. Fait que j'étais allé avec le Suédois. Ben, tu vois, moi, je suis allé avec le choix de la logique. Bien que j'hésitais avec Askarov aussi parce que je pense que Dominic, il a atteint son mur, puis je pense que Stalock est pas un gardien d'avenir. Je mettais Askarov au début. Puis, j'ai continué mes recherches. J'ai fait mes recherches. C'est un trending populaire ces temps-ci. J'ai fait mes recherches. Puis, ils ont un jeune gardien, là. Écoutez, le nom m'échappe. Je vais aller voir tout de suite, là. C'est un Finlandais aussi. Il est perçu pour être premier gardien, là. Ouais. Kakkonen. Ouais. Mikko Kakkonen. C'est un gardien, là, il y a plusieurs personnes qui le voient premier gardien, là, d'ici peu, là. Fait que c'est vraiment pour ça que j'avais de la difficulté à envoyer Askarov. Puis, tu sais, le gardien que je parle, là, je suis sur Cap Friendly présentement, je veux vraiment pas échapper son nom, là. Kaapo Kakkonen. Voilà. Kaapo Kakkonen. Gardien de l'année, je crois, dans la AHL. Là. Fait que je pense sincèrement que l'avenir dans le filet, ça va lui être confié.
je serais pas surpris qu'il soit auxiliaire l'année prochaine, ou à moins qu'on décide d'y donner une année supplémentaire dans la Ligue américaine. Mais c'est pour ça que j'ai tassé Askarov hier. Là. Et au moment de l'enregistrement, là, la veille, je l'ai tassé pour mettre Anton Lundell. Tu sais, tu le disais, Pascal, c'est un choix logique. Anton Lundell, c'est un excellent centre, two-way, un peu fit dans le moule de Mikko Koivu. Puis Mikko Koivu a connu une assez belle carrière avec le Wild, s'il prend sa retraite. Mais tu sais, la ligne de centre est tellement horrible. T'sais, on le mentionnait dans des épisodes où on donnait nos prédictions pour la ronde préliminaire. Je veux dire, Joel Eriksson-Ek comme deuxième centre, Alex Galchenyuk comme troisième. Les deux peuvent s'interchanger, mais à mon avis, derrière Eric Staal, ça prend absolument un deuxième centre, puis Lundell, ça a le potentiel d'être ça. Tu sais, c'est un défenseur un défenseur, c'est un attaquant qui démontre du leadership aussi. Là, on a su cette semaine qu'il avait été nommé capitaine, je pense, du U20 dans son équipe en Finlande. Tu sais, le gars est établi, là, je veux dire, il est établi comme leader déjà en bas âge. Puis, écoutez, c'est vraiment dommage pour l'équipe qui repêche après. On va y revenir, là. C'est vraiment dommage, mais tu sais, à la fin du top 10, il y a deux équipes qui ont absolument besoin d'un deuxième centre, mais Minnesota parle en premier. Donc, c'est pour ça que j'ai mis Lundell. Parce que, à mon avis, c'est le meilleur joueur de centre qui reste à ce niveau-là. Ben moi, ça tombe bien parce qu'il me reste encore Marco Rossi qui s'en va au Minnesota dans mon mock draft. Donc, je trouve que c'est un bon fit quand même. Là. Puis, fait que moi, j'ai encore Lundell dans mes cartes pour le choix numéro 10. Je dis ça de même. Moi aussi. Fait que je vais être encore le seul à pas avoir le même choix que vous. Ben, c'est correct. Ben, t'avais-tu autre chose à rajouter sur Rossi? Je sais qu'on en a parlé beaucoup tantôt, Max. Ouais, c'est ça, on en a déjà beaucoup parlé. Là. Je trouve que rendu, tu sais, je suis pas un fan de Rossi au même titre que je suis pas un fan de Stützle, par exemple, mais on arrive à un certain moment où ça devient un choix logique, puis ça devient un bon choix. Puis je pense que passer le 7-8e choix, rendu au 9e choix, ben Rossi, ça devient un bon choix avec un bon potentiel. Donc, je pense qu'on a pas mal fait le tour sur lui quand même. Là. Donc, on va sauter au 10e, qui va être notre dernier choix de cet épisode, qui appartient aux Jets de Winnipeg. Vous semblez avoir Anton Lundell, les gars. Si vous avez des choses à dire sur lui, la parole est à vous. Mais moi, je vais être bien honnête, là, j'ai choqué à la dernière seconde parce que au départ, j'avais Caden Goulet ou Braden Schneider. J'avais écrit ça, puis j'ai choqué il y a une couple de minutes là, que je peux pas dire ça sur la place publique. Là. Mais en même temps, je regarde leur défensive, puis c'est tellement atroce que je peux pas croire qu'ils vont pas prendre un défenseur, mais en même temps, top 10, ça revient à ce que je disais tantôt sur, je pense que c'était les Devils que je disais. Non, c'était ses Sabres. Il y avait plus Sanderson puis Drysdale de disponible. Tu ne vas pas prendre Goulet ou n'importe quel autre défenseur au 8e rang. Mais ça revient un peu à la même chose au 10e rang, dans le sens que OK, il reste Goulet, il reste Schneider, il y a LJ Grant, ce que moi je vois quand même gros. Mais 10e, c'est tôt. Est-ce que, rendu là, nous autres, on n'est pas là pour prévoir les transactions si on pouvait commencer à jaser de transactions, on finirait plus ce podcast-là. Là. Mais est-ce qu'ils peuvent descendre pour aller chercher un défenseur un peu plus tard en ayant un petit bonus, un autre choix, un choix de 2, 3e ronde peut-être? Là. Mais comme j'ai dit, si on commence à en parler, ça finira pas. Mais est-ce qu'ils peuvent vraiment prendre un défenseur 10e? Je serais surpris. Quoique, j'avais mis Schneider, mais moi, c'est vraiment Goulet, mon coup de cœur là, chez les défenseurs de ce repêchage-là, outre Sanderson et Drysdale. J'adore Goulet, mais en même temps, je voyais peut-être plus une lacune de leur côté, du côté droit. Surtout que Schneider, c'est un gars qui a 18 ans, qui était sur son année junior de 18 ans, donc qui est peut-être plus mature, qui va arriver dans la AHL plus tôt, qui va être prêt à sauter probablement dans la Ligue nationale plus tôt aussi. Mais bref, on va revenir à mon choix, Anton Lundell. Parce que c'est lui mon choix. On va pas parler des autres qui sont pas mes choix. Sinon, encore une fois, on ne finira pas. Lundell, on en parle beaucoup dans les derniers jours.
la lacune au centre là, des Jets, à moins qu'ils viennent la combler avec Max Domi, là. Mais ça, on n'embarquera pas là-dedans. On n'embarquera pas là-dedans non plus. Je pense que ce serait un bon fit, mais en même temps, ce qu'il faut penser, puis c'est toujours ça, c'est si tu repêches un gars là, c'est pas pour l'année prochaine. Là. Quand tu fais de quoi pour l'année prochaine, c'est quand tu signes un gars dans les agents libres ou quand tu fais une transaction. Quand tu repêches un gars, c'est pas pour la saison prochaine, c'est pour dans 3, 4, 5 ans. Si t'es chanceux, 2. Mais c'est ça. Lundell, je pense que c'est un gars qui est quand même très fiable. C'est un gars qui va arriver quand même rapidement dans la Ligue nationale, j'ai bien l'impression. Mais avoir un impact comme deuxième centre derrière Scheifele, je sais pas honnêtement. Mais je pense que ça serait quand même un bon choix pour le moment pour venir justement stabiliser cette ligne de centre-là. Il y a David Gustafsson qui est en ce moment, qui a joué une coupe de match, qui est bon. Est-ce que je vois un potentiel de top 6 dans lui? Absolument pas. Même dans Lundell, je vois plus un troisième centre, mais je sais que beaucoup l'adorent. Je pense que Pascal t'en fait partie, puis je pense que t'en parleras. Ah, il me fait signe que non à l'écran. Mais non, mais pour elle, Lundell, je pense que rendu à ce stade-là, rendu au 10e rang, c'est un bon choix, même si je l'ai mis un peu plus tard dans mon ranking personnel. Pour une équipe comme les Jets qui se sont retrouvés, on le rappelle, avec Andrew Copp comme premier centre à un certain moment donné des séries. Donc, simplement pour ça, parce qu'ils se sont retrouvés avec Andrew Copp comme premier centre à un certain moment des séries, un style qui n'a plus de sens, il faut les aider à ce niveau-là. Quand j'ai fait mon top 31, c'est un joueur que j'aimais beaucoup, Anton Lundell, mais avec tous les visionnements que j'ai fait dernièrement, parce que je vais publier demain, le 2 septembre, son profil détaillé. Et il traîne un piano quand il patine. C'est pas... j'avais pas identifié ça aussi explicitement dans mes premiers visionnements. Il a descendu dans mon top personnel. Mais c'est trop un besoin criant pour Winnipeg de repêcher un centre. Un défenseur aussi, ça serait pas dégueulasse, mais il y en a juste pas. Oui, ça serait une option aussi d'échanger leur choix pour un choix plus tôt. Plus tard, excusez-moi, pour avoir un défenseur, mais non, je pense qu'ils vont y aller avec Lundell. C'est un choix logique. Ils adorent les Finlandais. Cette équipe adore les Finlandais. Fait que, tu sais, on peut pas choisir lui. S'ils vont plus avec le meilleur choix disponible, pour moi, ça va être Jarvis. C'est Jarvis. Mais non, j'y vais avec Lundell. Je mettrai pas un autre joueur que lui. Ben, moi, comme on le mentionnait plus tôt, Lundell il est parti au Minnesota. Donc, c'est malheureux pour Winnipeg. Dans mon mock draft, je compte pas vraiment leurs besoins. Mais comme on le mentionnait, c'est Max qui sortait le point. Ils ont des besoins au centre, ils ont des besoins en défensive. Au moment de faire mon mock draft, j'avais plus vraiment de joueurs de centre pour dire ce gars-là va sortir 10e. Quoi qu'il peut arriver des surprises quand même au repêchage, donc je peux me tromper, mais au moment de faire un mock, je me disais, j'ai plus de centre pour mettre à Winnipeg. Puis les défenseurs, c'était tous des défenseurs que, tu sais, sont comme classés en bas du top 15. J'étais tiraillé, puis, tu sais, je veux dire, je vais y aller avec le meilleur joueur disponible. Je ne l'ai même pas mentionné encore, vous l'avez tout sorti. Mais moi, Lucas Raymond, il n'est pas sorti. Donc, je l'envoie à Winnipeg. OK? Puis c'est vraiment sous l'optique que c'est le meilleur joueur disponible qui me restait dans mon mock draft. Je suis très conscient qu'ils ont besoin d'un centre. Je suis très conscient qu'ils ont besoin de défenseurs. Mais je ne peux pas exclure Lucas Raymond du top 10. Sauf, puis je pense qu'on pourrait terminer là-dessus. Habituellement, on donne pas vraiment un show pour le punch-out. Mais je pense que je vais en donner un aujourd'hui. Lucas Raymond, un ailier avec une vision incroyable, on l'a mentionné tantôt. C'est un gars qui peut tout faire sur la patinoire. C'est un gars qui peut marquer des buts. Et puis, je mentionnais que les défenseurs disponibles étaient en bas du top 15. Ben, c'est drôle, mais en bas du top 15, il y a une certaine formation qui s'appelle le Canadien de Montréal, qui ont un choix, qui est 16e, qui aimerait bien ça avoir un Lucas Raymond dans leur équipe, parce qu'ils ont manqué leur chance de le repêcher au 9e choix. Puis t'as le Winnipeg qui aimerait bien ça avoir un Caden Goulet ou un Braden Schneider au 16e choix. Donc, je mets vraiment, mais vraiment pas la possibilité que Winnipeg
et le Canadien échangent leur premier choix. C'est un in the dark, une prédiction in the dark. Je sais que j'ai écrit sur toutsurlehockey.com que Max Domi est un joueur que Winnipeg pourrait souhaiter. J'ai dit qu'est-ce qui en coûterait. Mais est-ce que Winnipeg et le Canadien pourraient en venir à une transaction pour monter le Canadien au premier rang, au 10e rang, pardon, puis descendre Winnipeg au 16e rang, moyennant un certain Max Domi? Je lance la question, messieurs, puis on va se laisser là-dessus. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Je te souhaite une bonne nuit. On lance ça de même, mais on s'en reparle dans le prochain épisode parce qu'on va faire la position 11 à 20 qui va impliquer justement le choix du Canadien de Montréal au 16e rang.